Et si je vous disais qu'une seule nation détient plus d'or que les réserves officielles de la plupart des banques centrales du monde réuni? Que dans ce pays, l'or ne se limite pas à un simple actif financier, mais qu'il est une véritable obsession culturelle, spirituelle et économique. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur ce trésor invisible pourrait bien vous faire changer de regard sur l'économie mondiale. On parle ici de l'Inde, un pays où les familles, les temples et même les traditions, c'est-à-dire les pratiques culturelles, religieuses et sociales, ancrées depuis des siècles, détiennent une quantité d'or estimée à plus de 25 000 tonnes. Vous avez bien entendu, 25 000 tonnes, c'est l'équivalent de 2400 milliards de dollars au cours actuel, soit environ 56% du produit intérieur brut de l'Inde prévu pour l'année fiscale 2026. C'est aussi près de 6 fois le produit intérieur brut du Pakistan, et même plus que celui de l'Italie. Pourtant, cet or n'est ni investi, ni mobilisé de manière systématique dans l'économie réelle. Il dort, et il dort bien profondément. On le retrouve dans les coffres des temples multimillionnaires, dans les tiroirs des armoires familiales, autour des cous lors des mariages traditionnels. L'or en Inde, c'est une histoire vieille de plusieurs siècles. Une culture enracinée dans les rites religieux, les dots, les fêtes, la sécurité financière. Mais cette montagne d'or pourrait aussi être un levier économique d'une puissance phénoménale si elle était utilisée à bon escient. Commençons par les temples. Le temple de Padmanabhaswamy, par exemple, est considéré comme le plus riche du monde. Il abrite à lui seul une fortune estimée à plus de 22 milliards de dollars. Des statues, des bijoux, des pièces anciennes, parfois encore non inventoriées. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des centaines d'autres temples en Inde qui détiennent chacun des trésors incroyables, mais leur richesse est bien souvent gardée secrète, non utilisée, protégée par des traditions spirituelles très fortes. Et là, une question se pose. Faut-il ou non monétiser cette richesse dormante ? Est-il acceptable de convertir une partie de cet or sacré en investissement pour construire des hôpitaux, des écoles, des routes ? C'est un débat national, parfois explosif, entre modernité et respect du sacré. Mais avant d'aller plus loin, si tu es passionné par ce genre de contenu qui mêle économie, culture et chiffres incroyables, pense à t'abonner maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Tu verras, tu ne regarderas plus jamais l'économie de la même façon. Environ 65% de l'or détenu en Inde se trouve dans les maisons. Des colliers, des bracelets, des lingots hérités ou offerts. Cet or représente souvent la principale forme d'épargne pour des millions de familles, notamment dans les zones rurales où l'accès aux services bancaires est encore limité. Et c'est là qu'interviennent les crédits adossés à l'or. Les gold loans. C'est simple. Une personne remet son bijou en garantie, la société évalue la valeur et en échange, elle obtient un prêt. Ce mécanisme a explosé ces dernières années. Des entreprises comme Muthoot Finance ou Manappuram sont devenues des géants du crédit grâce à cette formule. Le marché des prêts garantis par l'or croît d'environ 10% chaque année. Et ce n'est pas fini. Car, face à la volatilité des marchés financiers, l'or reste un actif de confiance, un actif tangible. Et en Inde, il est déjà intégré dans la logique financière de nombreuses familles. Mais peut-on aller plus loin ? Peut-on digitaliser l'or ? La réponse est oui. Aujourd'hui, plusieurs solutions technologiques permettent d'acheter, de stocker et même d'échanger de l'or de manière totalement numérique. C'est le cas des Gold ETF, des fonds indiciels adossés à de l'or physique. En Inde, des acteurs comme MMTC PAMP ou Paid Pontem Gold proposent des services pour acheter de l'or à partir d'un simple smartphone. L'idée, c'est de rendre cet actif millénaire aussi liquide et accessible que n'importe quelle action en bourse. Et même dans la finance décentralisée, l'or commence à trouver sa place. Il existe des tokens adossés à l'or, échangeables en ligne et sécurisés par la blockchain. Cela ouvre des perspectives immenses pour les diasporas, les jeunes et les entrepreneurs. On parle donc d'un avenir où l'or n'est plus simplement stocké, mais circulant, actif, productif. Et pourtant, malgré toutes ces possibilités, une grande partie de l'or en Inde reste inerte. Pourquoi ? Parce que les freins sont nombreux. D'abord, la fiscalité. Acheter ou vendre de l'or implique des taxes, parfois décourageantes. Ensuite, la culture. Pour beaucoup, l'or est sacré. On ne le vend pas, on ne le prête pas, on le garde. Enfin, la méfiance. Beaucoup de foyers préfèrent garder leur or à portée de main plutôt que dans une institution financière. Et cela se comprend. Mais ce comportement prive l'économie indienne d'un levier majeur de croissance. Alors la vraie question devient,
Et si l'Inde décidait de mobiliser ne serait-ce que 10% de son or dormant, cela représenterait 2500 tonnes d'or injectées dans l'économie. De quoi financer des infrastructures, des programmes sociaux, des investissements stratégiques. Une telle initiative pourrait réduire la dépendance aux importations d'or, alléger la pression sur la balance commerciale, dynamiser le système de crédit et renforcer la stabilité financière. Ce n'est plus une question de possibilité. C'est une question de volonté politique, de réforme intelligente, de pédagogie économique. L'Inde a une richesse unique au monde, mais pour qu'elle transforme ce trésor caché en puissance économique réelle, elle devra changer sa manière de voir l'or. Non plus comme un simple bijou, mais comme un capital dormant prêt à être activé. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Parlons aussi de l'influence géopolitique. Un pays qui détient une telle quantité d'or, même si elle est détenue de manière privée, possède un potentiel d'indépendance économique unique. Imagine une Inde capable de résister aux chocs monétaires internationaux simplement grâce à sa réserve d'or domestique. Cela changerait complètement son rapport avec le dollar, avec la dette extérieure, avec les organismes financiers internationaux. L'or devient alors non seulement un outil de stabilité interne, mais aussi une arme de souveraineté. Et cette réflexion, certains économistes commencent à la prendre très au sérieux. Déjà, des think tanks indiens proposent des politiques de mobilisation partielle de l'or via des incitations fiscales, des garanties d'État ou encore des plateformes décentralisées d'échange. Cela permettrait non seulement d'élargir l'assiette fiscale sans augmenter les impôts, mais aussi de renforcer l'autonomie économique des foyers et des institutions. Mais pour réussir cela, il faut casser les tabous. Il faut éduquer. Il faut sensibiliser. Car tant que l'or restera enfermé dans la symbolique du passé, il ne pourra pas créer l'avenir. Ce que l'Inde possède, c'est une forme d'or vivant. Un or intégré à la culture populaire, à l'identité même des familles. Et c'est ce lien affectif qui peut devenir un atout si l'on parvient à le respecter tout en le modernisant. Il ne s'agit pas de supprimer les traditions. Il s'agit de leur donner un nouveau souffle, un rôle économique, une mission. Cette transformation pourrait faire entrer l'Inde dans une nouvelle ère. Une ère où la richesse ne serait pas uniquement calculée en produits intérieurs bruts ou en exportation, mais aussi en capacité à mobiliser ses propres ressources, y compris celles qui dorment dans les coffres familiaux et les sanctuaires. L'avenir de l'Inde pourrait bien être écrit en lettres d'or, mais il ne tiendra qu'à elle d'en faire plus qu'un symbole, une réalité, une stratégie, une puissance. Alors si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, qui te montrent l'économie comme tu ne l'as jamais vue, abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi à découvrir le vrai pouvoir caché derrière les chiffres. Parce que l'économie, ce n'est pas que des courbes et des banques centrales. C'est aussi de la culture, des croyances et parfois même des trésors oubliés.